Monsieur le ministre fédéral, Madame la sénatrice, Monsieur le gouverneur de la province de Namur, Monsieur le bourgmestre de Ciney, Mesdames, Messieurs les conseillers provinciaux, Monsieur le député président du collège provincial, Mesdames et Messieurs les députés provinciaux, Madame et Messieurs les députés provinciaux, pardon, Madame la bourgmestre, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux de CPAS, Monsieur le directeur général de la province de Namur, Monsieur l'inspecteur général de l'enseignement et de la formation, chers membres du personnel de l'EPASC d'hier et d'aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, bonjour. Il était entendu et attendu que ces quelques mots d'accueil soient prononcés par le directeur de notre école, Monsieur Béjot. Malheureusement, un petit virus a fait irruption dans sa vie en début de semaine, l'obligeant à se tenir éloigné de nous en ce jour si particulier. Mais, je vous rassure tout de suite, il a tenu à être présent malgré tout, et dans quelques instants, il va s'adresser à vous. Je vous prie d'ores et déjà d'excuser les traits tirés de notre cher directeur. Les conditions de tournage furent particulières et inédites. Un état fiévreux et une simple tablette pour assurer le tournage de ce grand moment cinématographique. Je vous remercie d'accueillir comme il se doit Monsieur Béjot, directeur de l'EPASC. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez probablement, je ne peux malheureusement pas vous rejoindre pour cette célébration. En effet, j'ai appris ce lundi que j'étais positif à la Covid-19. C'est donc la mort dans l'âme que je participe à cette belle cérémonie à distance. Monsieur le ministre des classes moyennes, des indépendants, des PME et de l'agriculture, des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique, Monsieur le vice-président du gouvernement wallon, ministre de l'économie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'innovation, du numérique, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'IFA-PME et des centres de compétences, Monsieur le gouverneur de la province de Namur, Monsieur le député provincial en charge de l'enseignement et de la formation, Monsieur le directeur général, Monsieur l'inspecteur général, Monsieur le président de l'Association royale des anciens, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités. Pour toute notre communauté, ce 12 novembre 2021 est un jalon symbolique dans le parcours de notre école. Votre présence est une reconnaissance prestigieuse pour toutes celles et ceux qui ont écrit à leur manière quelques lignes de l'histoire de notre établissement pour aboutir à une œuvre désormais centenaire. Responsables politiques, membres de notre PO, membres du personnel provincial, professeurs, éducateurs, ouvriers, membres de l'association de parents et d'anciens. Professeur durant 32 ans et aujourd'hui directeur, c'est pour moi un honneur empreint d'émotion de célébrer cet anniversaire. Dans le premier chapitre de son Histoire des paysans de France, Claude Michelet imagine une étrange cérémonie 4000 ans avant notre ère. Quelques homo sapiens observent incrédules un groupe de femmes enfouir des graines dans la terre. D'abord furieux face au gaspillage de réserves vitales patiemment cueillies, nos ancêtres comprennent au printemps suivant que les épis chargés de grains sont issus de ce qui était en réalité un semis. L'agriculture était née et, avec elle, la sédentarisation et la civilisation. Notre institution ne remonte évidemment pas à la préhistoire, mais témoin d'une partie de son évolution, j'aimerais tourner quelques pages de ce vieux livre en votre compagnie. Et cette scène décrite par Michelet, où se conjuguent culture du végétal et culture de l'esprit, constitue pour moi l'incipit idéal d'une chronique dans laquelle se mêlent nature et éducation. L'histoire de notre école est en effet ponctuée d'idées novatrices. En préambule, les premières citations du domaine agricole remontent au XIIIe siècle. Notre patrimoine était à l'époque la propriété d'une famille dénommée Saint-Quentin. En 1891, suite à l'interpellation du ministre de l'Agriculture par le baron Duhart, une école temporaire de laiterie est ouverte à la ferme de Saint-Quentin. 10 jeunes filles s'initient au maniement sommaire d'un outillage moderne destiné à la fabrication de beurre et de fromage. Il faut y voir déjà les prémices d'un enseignement agricole. En 1900, le domaine de Saint-Quentin est acquis par un certain Yves Lovens,
Visionnaire, il écrira les premières pages d'une modernisation de l'agriculture en créant une ferme modèle où sera produit un lait de qualité récolté dans des locaux carrelés pour y offrir des conditions d'hygiène satisfaisantes. Aujourd'hui, cette idée est toujours traduite dans de nombreux cahiers des charges. Ce lait sera commercialisé à Ciney, Dinan et même exporté. Le premier chapitre de notre école provinciale s'ouvre donc en 1921. Il y a 100 ans, notre province devient le protagoniste de ce livre, en achetant le domaine de Saint-Quentin. Notre école provinciale est née. Avec ambition, elle contribuera activement à sa rédaction au travers d'histoires de pierre et d'hommes. Ce chapitre évoque notamment l'histoire de l'école moyenne professionnelle d'agriculture. 40 étudiants y suivent une formation pendant 2 ans en vue d'obtenir un certificat de qualification. On y parle également de l'école ménagère pour les jeunes filles issues de la campagne afin de les préparer à leurs tâches de ménagères et de fermières. Après la guerre, l'enseignement agricole de plein exercice débute. L'école moyenne professionnelle d'agriculture devient l'école technique provinciale d'agriculture, les TPA. Elle vise à assurer la formation des futurs agriculteurs et autres agents des secteurs para-agricoles. C'est l'époque des sections A3 et A2. À propos des infrastructures, le premier grand bloc scolaire, érigé dans le parc et rejoignant la rue Lambert-Étienne, voit le jour en 1948. On y aménagera des salles de cours, des laboratoires, un restaurant et un dortoir pour une centaine d'étudiants. C'est notre bloc A. Durant les années suivantes, l'enseignement agricole gagnera ses lettres de noblesse. Nos futurs agriculteurs se familiarisent avec les innovations techniques et agronomiques. Il s'agit de répondre à l'enjeu sociétal majeur de l'époque, la sécurité alimentaire, traduite par ailleurs dans les objectifs du traité de Rome en 1957. En 1980, c'est sous la plume du directeur René Collard que s'écrit un second chapitre. L'école fait peau neuve. Elle élargit son projet pédagogique. Elle entre ainsi dans une nouvelle ère aux antipodes d'une simple digression. La trame de l'intrigue s'étoffe. Les pages défilent. L'offre de formation s'élargit pour mieux répondre aux attentes des secteurs professionnels. L'école adopte les structures de l'enseignement secondaire de type 1 en 6 années d'études relevant à la fois de l'enseignement technique et professionnel. Face à l'attrait de certains élèves pour les études scientifiques, les premières lignes de l'option sciences appliquées prennent forme en 1984. En 1986, notre école met à l'honneur ses premiers finalistes dans l'enseignement technique de transition, de l'enseignement professionnel, ainsi que les techniciens en agriculture et mécanique agricole. En 1996, sous l'impulsion de M. Warnier, notre directeur bâtisseur, notre école reprend un nouvel élan. Au-delà de l'ouverture de nouvelles options, il cerne très vite la nécessité de construire des infrastructures modernes et diversifiées. Et ce nouvel alinéa n'annonce pas seulement un changement de paragraphe, c'est un nouveau tome de l'ouvrage qui s'écrit. Ces 20 ans au service de la direction de notre école verront s'ériger un poulailler didactique, des serres chauffées, une étable laitière, le bloc G de 7 classes et le pôle fromager. Ensuite, la prise de conscience de l'importance de la dimension environnementale aboutira à l'ouverture de l'option agro-environnement. D'autres suivront, la section horticole, ainsi que la création des 7e professionnels en orientation, élevage et gestion des troupeaux, une 7e diversification, et plus récemment, la création des CEFA. Pour répondre à l'accroissement régulier de notre population scolaire, la province de Namur a progressivement transformé les infrastructures. Augmentation de la capacité d'accueil de l'internat, transformation de bâtiments agricoles en locaux de cours, aménagement d'un hall de mécanique avenue de Namur, construction d'un hall des sports, construction d'un nouveau restaurant scolaire. Ce regard rétrospectif ne se veut pas contemplation béate. Il exprime la vitalité d'une école provinciale et la pertinence de son projet pédagogique. En effet, procurer chaque année à plus de 140 élèves les clés du futur dans des secteurs aussi spécifiques, vous l'avouerez, n'est pas banal. C'est le résultat d'une action concertée et appropriée aux besoins de celles et ceux qui considèrent que l'agriculture, l'horticulture, la mécanique, l'environnement, les sciences et tous les métiers dits du secteur vert représentent toujours un enjeu majeur en termes de formation humaine, scientifique.
Quelques mots à présent sur la 100e page. Elle évoque une population scolaire en croissance de plus de 11%, avec 241 nouveaux inscrits pour cette seule rentrée scolaire. Pour nous, c'est évidemment un signal fort, traduisant confiance et reconnaissance à l'égard de chacun, quelles que soient les missions qui lui sont confiées. Aujourd'hui, les pages que nous écrivons parlent tout d'abord de valeurs. L'égalité des droits pour tous, quelle que soit l'origine, le genre ou les convictions. Le respect des singularités par le biais de pratiques équitables. La neutralité active, respectueuse de la pluralité des convictions et des systèmes de valeurs. Le développement de l'esprit critique, en vue de choix responsables. La justice et l'émancipation sociale pour une société plus humaine. D'autres mots ne peuvent être mis entre parenthèses. Le courage, le sens de l'effort et de l'abnégation, si caractéristiques notamment du milieu agricole. Les PASC accueillent aujourd'hui 720 élèves, dont 152 filles, répartis dans des filières de formation très spécifiques. 165 élèves empruntent le chemin de notre premier degré, où nous déployons une pédagogie axée sur la bienveillance, avec des activités de remédiation, d'approfondissement, mais également de dépassement. Au-delà de l'acquisition de compétences, chaque jeune y trouve un enseignement adapté, visant le développement personnel, en passant par l'accroissement de la confiance en soi et l'apprentissage de l'autonomie. Les PASC proposent aussi un enseignement de transition ambitieux, où les 120 élèves inscrits peuvent envisager un parcours supérieur de type cours ou universitaire. Cette section scientifique offre en outre la possibilité de suivre jusqu'à 8 heures de mathématiques et 6 heures de langue. Les PASC, c'est évidemment un enseignement qualifiant, axé sur le savoir-faire, ouvrant l'accès aux métiers liés à la terre. Près de 300 élèves s'orientent vers les métiers liés à l'agriculture. 65 élèves optent pour les sections environnement, sciences naturelles ou horticulture. Près de 40 élèves passionnés de mécanique sont inscrits dans notre 3e degré agroéquipement. Notons au passage que notre école est la seule en Fédération Wallonie-Bruxelles à organiser cette formation pour un métier en pénurie. 35 élèves prolongent leur cursus scolaire au travers d'une 7e année de spécialisation. Et enfin, 22 élèves optent pour la formation en alternance. Notre école est appréciée notamment pour son cadre exceptionnel, un domaine ouvert et verdoyant où il fait bon vivre. Notre pouvoir organisateur a investi régulièrement dans nos infrastructures. L'internat, il accueille 230 élèves sur le site et 76 autres sont logés dans des internats partenaires, soit près de 40% de notre population scolaire. Ce chiffre traduit une attractivité et une reconnaissance certaine pour notre projet pédagogique. La ferme d'application, elle est vitale pour notre enseignement qualifiant. Grâce à 148 hectares en mode de production biologique et conventionnelle, à un cheptel de 180 bovins, 40 moutons, 1000 poulets, la ferme didactique constitue un terrain d'exercice et d'évaluation de nos étudiants, mais également un espace expérimental pour des pratiques agronomiques en phase avec les attentes sociétales. Le pôle fromager, ce hall relais géré conjointement avec diverses fermes et inauguré en 2015, trouve aujourd'hui toute sa place en suscitant des vocations dans la valorisation de notre lait wallon. Il a pour mission de former des fromagers et de fournir un outil et un encadrement par des spécialistes. Depuis le lancement du projet en 2002, plus de 1000 personnes en ont bénéficié. Un hall d'agroéquipement où les dernières technologies font l'objet d'un suivi tout particulier. Notre école promeut en outre de nombreux projets à vocation éducative. La lutte contre le fléau de la malbouffe avec l'adhésion au cahier des charges de l'alimentation saine et durable s'est avéré d'emblée comme une évidence. En effet, de l'éducation à la production des denrées alimentaires à l'éducation à leur consommation, il n'y avait qu'un pas tout naturel. Nos 13 cuisinières travaillent des produits frais, avec la volonté croissante de solliciter nos producteurs locaux pour l'approvisionnement de notre restaurant. Aujourd'hui rejointe par de nombreuses cuisines collectives, notre école a été pionnière en la matière. L'ouverture au monde via des collaborations internationales s'est développée au fil des années. Des projets Erasmus+, en France, au Portugal, des voyages linguistiques en Hollande et en Angleterre,
des stages à l'étranger, des voyages de fin d'études. L'éducation à la communication a pris de l'envergure avec la journée Demain je serai, où nos étudiants animent devant plus de 1000 élèves des écoles primaires divers ateliers didactiques mettant en valeur un éventail de métiers. Nul doute que cette opération de charme, initiée par notre regretté collègue Marc Mousny, développe chez nos élèves des compétences d'expression et véhicule une image positive de notre agriculture wallonne. L'éducation à la durabilité avec notre labellisation École durable et Duragriso 14001 en son temps pour notre ferme didactique témoigne de l'éducation à la citoyenneté et la gestion environnementale. Bien d'autres projets traduisent encore notre volonté de nous adapter, de nous renouveler et d'innover en permanence. Enfin, notre école ne serait pas ce qu'elle est sans ses ressources humaines, qui s'investissent sans compter. 13 cuisinières, 14 membres du personnel d'entretien et de gestion quotidienne de la ferme et du pôle fromager, 8 membres du personnel administratif, 18 éducateurs, 94 professeurs, 9 membres du staff de direction, soit une équipe de 156 membres. Qu'il s'agisse des membres du personnel ou des étudiants, nul ne reste indifférent à son passage à Saint-Quentin. Au-delà de ces chiffres, c'est une famille, un esprit, une âme, une fierté d'appartenance, une véritable culture d'école que j'ai pu découvrir sous un nouvel angle depuis mes récentes fonctions de chef d'établissement. Oui, mesdames et messieurs, n'ayons pas peur de l'affirmer, l'EPASC à Saint-Quentin est une marque de fabrique scellée dans un siècle d'existence. Elle représente un ensemble de valeurs dont chacun peut être fier. Elle a été un véritable tremplin pour des milliers de jeunes aujourd'hui installés dans des secteurs très diversifiés. Dans notre livre, de nombreuses pages restent vierges. Des histoires demeurent à imaginer et à écrire. Ensemble, nous y pensons déjà. Il y a tout d'abord la page du pacte d'excellence que nous pourrions appréhender vis-à-vis des spécificités de notre école. En effet, un allongement du tronc commun pourrait pousser nos élèves à retarder leur inscription chez nous. Notre tronc commun devra donc continuer à offrir aux élèves des futures sections de transition et qualifiantes la motivation de nous rejoindre dès la première année. Par ailleurs, les élèves qui se destinent à l'enseignement supérieur devront aussi trouver la même motivation. Nous allons fonder notre attractivité sur un projet spécifique en termes de pédagogie. Il y a ensuite la page de l'enseignement qualifiant, qui doit continuer à viser l'excellence. Cette excellence, elle se rencontrera d'abord si nos formations restent en phase avec les réalités du monde professionnel. Dans un monde où l'évolution est galopante, nous devons rester vigilants face aux attentes sociétales, aux pratiques agricoles novatrices et aux évolutions technologiques, scientifiques et numériques. Plus encore, nous ambitionnons que notre école anticipe le futur en créant prochainement un pôle agrosciences, axé sur la recherche et le développement en actionnant le levier des synergies partenariales. En effet, cette excellence se rencontrera aussi si nous intensifions notre étroite collaboration avec nos partenaires, qu'il s'agisse des entreprises, des tuteurs de stage, des jurys de qualification, des centres de recherche, des centres de compétences ou encore des organismes de vulgarisation. Le partenariat dans l'enseignement qualifiant est le gage non seulement d'une adéquation des compétences enseignées, mais aussi celui d'une meilleure insertion professionnelle pour nos diplômés. Chers collaborateurs, soyez ici remerciés pour votre engagement dans notre projet. Cette excellence se rencontrera en outre si nous poursuivons le développement de nos infrastructures et de nos équipements. Chacun le sait, l'enseignement qualifiant coûte cher. Mais comment imaginer l'apprentissage des gestes techniques sans l'adaptation constante des équipements adéquats? C'est l'occasion de souligner le positionnement et l'engagement fort de notre pouvoir organisateur dans ces écoles axées sur le qualifiant. Cette excellence se rencontrera enfin et surtout si les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien dans notre école en restent fiers et demeurent autant engagés
dans leur mission que leurs prédécesseurs. Je débutais mes propos en ouvrant les premières pages de ce livre. Et ce livre n'est pas un palimpseste, ce parchemin manuscrit sur lequel un nouveau texte a été écrit après effacement du texte primitif. Au contraire, ce livre prône l'innovation, mais au cœur de la tradition. Ce livre, il se veut non seulement chaleureux et accueillant, mais également très ambitieux. Certains chapitres sont colorés d'histoires d'amitié et même d'amour, et pas que pour les maths ou pour la phyto. D'autres le sont d'histoires de pierre et d'hommes. Mesdames et messieurs, la beauté et la qualité des histoires que contient ce livre, vous l'aurez compris, reposent sur l'engagement de ses auteurs. Puis-je souhaiter que durant les décennies à venir, les auteurs d'aujourd'hui, mais aussi celles et ceux qui s'inscriront dans la lignée, puissent continuer à rédiger notre histoire avec autant de conviction, d'engagement et d'adaptation aux nouvelles circonstances, qu'elles soient scolaires ou socio-économiques. Je vous remercie d'avoir parcouru avec moi ce bel ouvrage qu'est notre École provinciale d'agronomie et des sciences de Ciney, ici à Saint-Quentin. Voilà. Comme je vais devoir vous quitter, je remercie déjà notre pouvoir organisateur, les différents intervenants qui nous ont fait l'honneur de nous rejoindre aujourd'hui, également les membres de la commission historique qui ont fait un travail remarquable de recherche et de synthèse des archives. Je remercie donc tout particulièrement Lucie Doyen, Laurence Ludwig, Jean-Benoît Denis, Pierre Ouéry et toute notre vieille garde d'anciens collègues. Vous pourrez découvrir le fruit de leur travail dans notre restaurant après cette séance académique. Je remercie également l'Association royale des anciens et son président, M. Frogneux, pour leur soutien, ainsi que nos 5 anciens élèves pour leurs témoignages chaleureux, tout le personnel de cuisine pour l'intermède qui suivra, l'équipe des ouvriers, la section horticole de l'EMAP pour la décoration florale, l'imprimerie provinciale ainsi que le service com pour leur précieux soutien. Je remercie particulièrement M. Bruno Dinan pour la création de cette capsule vidéo dans l'urgence au vu des circonstances, M. Jadot pour la relecture et finalement les 2 chevilles ouvrières de notre 100e, Mme Françoise de Liège et M. Bertrand Rodrigue. J'espère vraiment que vous passerez un excellent moment. J'aurais tant voulu le partager avec vous, tellement je suis fier de faire partie de cette grande famille de Saint-Quentin. Afin d'apporter un peu de légèreté à cette séance protocolaire, nous allons rythmer les différentes interventions par des témoignages d'anciens. Je vous laisse découvrir celui de la famille Van Rompuy. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Et là, vous l'avez vu, fiévreux, pour vous dire à quel point il est toujours en forme. Et donc je remercie M. Béjot, pendant qu'on cale le reportage sur la famille Van Rompuy, pour ce magnifique discours. Et en l'écoutant, petit clin d'œil à moi-même, puisqu'aujourd'hui je me suis rendu compte que ça faisait 9 ans, moi, que j'avais rejoint la grande famille de l'Épasque Saint-Quentin. Je vous propose donc de visionner sans plus attendre le reportage sur la famille Van Rompuy. On ne s'est pas connus à Saint-Quentin, mais nous avions des connaissances communes voilà. À Saint-Quentin. Patrick est plus âgé que moi, donc il était déjà sorti quand moi je suis arrivée à Saint-Quentin. Et lors d'une fête à Séroumousti, dont je suis originaire, Patrick était là et on lui a dit que la fille qui était à Saint-Quentin était à la soirée et il a voulu faire ma connaissance et voilà, et c'est comme ça qu'il s'est approché de moi, très intrigué, se disant à quoi ça ressemble une fille à Saint-Quentin. Pour lui, c'était pas pensable. Ça ne doit pas être très net. Voilà. Mais bon, au cours de la soirée, il m'a quand même invité à danser. Et voilà, le déclic s'est fait. Il s'est dit pourquoi pas. 4 enfants, dont les 4 sont passés par Saint-Quentin. Il y a juste l'aîné des filles, Hélène, qui n'a fait que 3 ans là. L'aîné a fait 9 ans à Saint-Quentin. Il a fait ses 6 années d'humanité, puis les 3 années de bachelier. Ici à la ferme, il s'occupe surtout de tout ce qui est vache laitière. Antoine a fait 6 ans à Saint-Quentin. Il a fait 1 année de bachelier
Il l'a, on va dire, échoué, il l'a terminé ailleurs. Lui, il s'occupe aussi de tout ce qui est grande culture, donc betterave, froment, enfin, chicorée et tout ça. Et alors Hélène, qui a quitté Saint-Quentin, mais qui est revenue dans le milieu agricole, s'occupe, donc, comme on vient de le dire, de tout ce qui est maraîcher. La petite dernière a fait 6 ans à Saint-Quentin. Elle est partie 1 année à l'étranger pour apprendre l'anglais. Et puis elle a fait bio-ingénieur à Jean-Blou. Et elle travaille maintenant chez Brichard, ce qu'on appelle Wallagry maintenant. Et son compagnon est également agriculteur. Donc voilà, on est tous, les 4 enfants sont tous dans le milieu agricole. Mais c'est vrai que quand on parle de Saint-Quentin entre nous, on n'a pas de mauvais souvenirs. Même si je suis sûre qu'on avait parfois des coups de blues ou des moments un peu pas évidents, mais quand on en parle, oui, ça reste des belles années, oui. Vraiment des belles années. Et quand nos enfants sont rentrés là, bon, hein, on est toujours un peu maman poule, hein, à 12 ans, laisser le petit aîné se partir à l'internat. Et un jour, il était plâtré, mais le haut de l'humérus était cassé. Donc, il était plâtré avec son bras gauche collé à l'abdomen. Et maman poule que je suis, je me suis quand même inquiétée. Je dis, pauvre petit, là, à l'internat, comment il va faire? C'est pas possible. Je le dépose. Bon, normalement, ils allaient en train. Ben, c'était pas possible qu'il aille en train. Donc, je le conduis là-bas. Lui, il ne pleurait pas, mais moi, j'avais quand même la larme à l'œil. Et quand, le vendredi, quand j'ai été le rechercher, je lui ai demandé comment c'était. Ah, c'était génial, tout le monde me sert à manger, ils se disputent pour préparer mon plateau au réfectoire. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, il y en a un qui portait son manteau, l'autre portait son cartable. Et alors je dis, c'est le professeur qui a demandé. Ah ben non, hein, ben non, ça vient tout seul. Hein. Et voilà, et c'est cet esprit-là que je n'ai jamais retrouvé dans d'autres écoles. En effet, un très beau reportage. Un grand merci à la famille Van Rompuy. Une belle histoire de famille et d'amour. À présent, j'invite Monsieur Fourneau, notre député provincial en charge de l'enseignement, de la formation et des ressources internes, à venir sur la scène pour prendre la parole. Le micro est à vous, Monsieur le député. Voilà. Voilà, bonjour à vous toutes et à vous tous en votre qualité. Je ne vais pas les redire. En tout cas, sachez que c'est un honneur pour moi et pour nous à la province d'accueillir un tel panel de représentants au plus haut niveau d'un secteur qui nous tient à cœur, à savoir le secteur agricole, mais pas seulement, plus largement aussi. Vous dire aussi que c'est émouvant pour moi, et j'en suis sûr pour le corps professoral et notre directeur, de constater que la province est représentée par ces 4 députés, que je remercie d'être là, et notre directeur général et notre inspecteur général. Ça montre, je vais dire, l'importance de cette école, de notre enseignement dans la gestion, je vais dire, quotidienne et politique au sens noble du terme de l'institution provinciale. Donc, merci que nous soyons finalement toutes et tous là. Alors, je voudrais vous dire que vous avez compris le chagrin de notre directeur de ne pouvoir être des nôtres. C'est la même chose pour mon chef de cabinet, Xavier, qui est lui aussi atteint par permettez-moi de le dire, ce foutu virus. Et j'ai envie de dire qu'ils sont malades 2 fois. Ils sont malades une fois par le virus et une deuxième fois de ne pas être parmi nous. Xavier est aussi un ancien de Saint-Quentin. Et je me demande si quelque part il n'a pas un petit lien de famille avec les premiers témoignages qu'on vient d'entendre, puisqu'il n'y a pas une semaine où il ne me parle pas de Saint-Quentin et de ces années passées ici et du climat qui y régnait. Alors les Passes, c'est une grande famille, on vient de le dire bien mieux que je ne pourrais le faire, et je ne vais pas insister sur cela. C'est une école entrée dans l'histoire, pas seulement dans sa ville, monsieur le bourgmestre, mais bien plus largement. Elle est ancrée dans un territoire, et même, je dois vous le dire, monsieur le gouverneur et chers collègues du Conseil et du Collège provincial, notre école est impactante, bien au-delà du territoire de notre province. Elle rayonne
vraiment dans l'ensemble de la province, et pas seulement. Notre école a 100 ans. Dans les faits, ce sont des dizaines de milliers d'étudiants, aujourd'hui dispersés en Belgique, en Europe, et même, oui, dans le monde. C'est aussi des centaines d'enseignants qui ont marqué des générations d'élèves et des directeurs successifs dont on peut dire qu'ils étaient toutes et tous à la grande notoriété. La province de Namur, à travers cette école, offre un enseignement qualifiant. Le directeur vient de le préciser. Dans un cadre unique, un environnement familial, c'est un lieu d'échange, d'apprentissage qui stimule le développement et la connaissance en véhiculant des valeurs fortes. Notre école, je peux en témoigner, et monsieur le gouverneur qui a l'habitude des contacts internationaux pourrait en témoigner aussi, notre école est reconnue au-delà de nos frontières comme unique. Elle a vraiment quelque chose de spécifique. Elle est performante dans la diversité et la qualité des options qu'elle prodigue. Elle est ouverte sur le monde actuel. Je vais y revenir. Notre école forme des jeunes qui seront les moteurs de l'innovation et de la nouvelle vision du monde agronomique de demain. C'est donc essentiel et primordial que la province de Namur continue de soutenir d'une manière forte un institut d'excellence tel que notre EPASC Saint-Quentin. Permettez-moi à ce stade deux réflexions. La première, vous devez savoir que comme mandataire, peu importe de quelle institution, comme mandataire, nous sommes fréquemment interpellés par des personnes se posant la question du coût de l'enseignement, des éventuelles concurrences entre réseaux, et combien de fois ne m'a-t-on pas dit « Bon Dieu, à la province, l'enseignement, ça coûte quand même cher ». C'est vrai, c'est vrai. Mais quelle est l'école en province de Namur? Et je peux vous dire depuis quelque temps, puisque tout évolue, même en Wallonie, quelle est l'école, quel qu'en soit le réseau, qui dispose en son sein non seulement de bâtiments scolaires, de classes, d'un restaurant, d'un internat, mais aussi d'une ferme. Pas un bout de terrain et quelques animaux pour dire que quelque part, on est une école d'agriculture. Non, une véritable ferme, avec des outils qui viennent d'être reprécisés. Et oui, tout cela a un coût. Et donc, faisons attention à l'avenir, pour les 100 prochaines années, qu'il y ait toujours quelque part, et quel qu'il soit, un pouvoir public capable d'assumer en Wallonie et ici, en terre provinciale namuroise et locale sinassienne, qu'un de ces pouvoirs publics soit présent pour assumer l'investissement humain et, disons-le, financier qu'une telle école représente. Et je voudrais, c'est ma deuxième réflexion, vous soumettre une autre réflexion. 100 ans, c'est énorme, c'est un siècle. Figurez-vous qu'en Wallonie, il y a une deuxième école d'agriculture que monsieur le ministre fédéral Clarinval connaît bien pour en être un de ses voisins. Cette deuxième école, à Karlsbourg, a fêté son 100e anniversaire. Et il y avait du monde. Et que n'a-t-on pas dit de bien sur cette école? Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Parce qu'elle n'a pas pu disposer en son sein des outils nécessaires et adaptés, telle une véritable ferme d'application comme nous en avons une. Et pourquoi n'a-t-elle pas pu trouver les moyens de faire cela? C'est parce qu'elle appartenait à un réseau, peu importe lequel, mais qui n'a pas pu trouver les moyens de financer cela. Et cette école, en allant frapper, c'est le cas de le dire, à droite ou à gauche, n'a pas trouvé les relais nécessaires pour financer son devenir. C'est comme ça, avec d'autres circonstances plus récentes
en province de Liège et dans le Hainaut, que je ne vais pas détailler ici, qui fait qu'aujourd'hui, l'EPASC Saint-Quentin est véritablement la seule école d'agriculture digne de ce nom en Wallonie. Eh bien, j'espère que les messages d'aujourd'hui serviront à ce que dans un nouveau siècle, nos successeurs, bien qu'il y a des gens parmi nous qui croient au lendemain, mais nos successeurs pourront fêter le 2e siècle de cette école. Je pense que ce que je viens de dire est important, parce qu'il ne faut pas seulement regarder dans le rétroviseur, il faut parfois regarder de l'avant, même à 100 ans. L'éducation et la formation sont des enjeux majeurs. Tout le monde le dit tous les jours dans tous les médias. Et c'est une priorité pour la province. C'est un de nos 4 métiers, n'est-ce pas, chers collègues, qui ont été définis dans la réforme que nous vivons actuellement. Mais ici, on ne défend pas seulement un métier ou une institution. Nous voulons défendre et valoriser, oui, la ruralité. C'est un trésor de vie, riche en amour, comme on l'a dit, mais aussi en amour de la terre, du travail et du partage des efforts en famille. L'agriculture de demain, comme elle l'a toujours fait, vous savez, il y a quelques années que je fréquente les milieux politiques, on dit toujours que l'agriculture doit s'adapter. En fait, elle n'a jamais arrêté de s'adapter. Elle le continuera à le faire dans l'innovation, la technique, dans l'organisation territoriale, pour les agriculteurs, mais aussi pour l'ensemble de la société. Tous les futurs gestionnaires de notre environnement et du vivant sont confrontés à des défis importants, ardus. Notre école doit elle aussi s'adapter aux évolutions sociétales. Voici plus de 3 ans, toujours avec mes collègues et le Conseil provincial, au début de cette législature, nous avons lancé une étude prospective pilotée par le professeur Philippe Lepoivre, professeur émérite de la Jean Blou Agrobiotech, qui était accompagné de conseillers provinciaux et d'experts issus de tous les différents groupes politiques du Conseil provincial. Le rapport du professeur Philippe Lepoivre a été voté à l'unanimité par le Conseil provincial. Les événements du 100e anniversaire participent aussi à la réflexion. En témoigne le contenu du débat de ce soir, ainsi que la liste des invités prestigieux. Nous formons tous les acteurs de demain. Continuons chacun à agir, s'adapter et innover dans cette évolution sociétale. Je vous remercie pour votre attention et permettez-moi de vous dire d'être très fier, que je suis très fier et ému d'être aujourd'hui ici à Saint-Quentin pour participer à ce 100e anniversaire. Moi qui ai commencé ma carrière de peintre en bâtiment dans le qualifiant, à 100 mètres d'ici, chez M. Edgar Alain, entrepreneur en peinture. Je n'ai jamais imaginé, en peignant la corniche de M. Alain, qu'un jour je serai ici à vous parler de l'avenir du monde agricole pour les 100 prochaines années. C'est ça aussi la vie. Merci à toutes et à tous et bon anniversaire. Merci, monsieur le député. Nous allons suivre à présent, si mes informations sont correctes, le témoignage de Sébastien Collard, qui a suivi ses études en technique de qualification en horticulture. À vous les studios. Je m'appelle Sébastien Collard. J'ai fait les techniques horticoles à Saint-Quentin il y a déjà plusieurs années. J'ai fait à partir de la 3e jusqu'à la 6e secondaire. Ensuite, j'ai fait un bachelier, un master en architecture du paysage. À la base, j'avais fait l'horticulture parce que j'aimais plutôt bien la fibre végétale, enfin le contact avec les plantes, être à l'extérieur. Quand j'ai intégré Saint-Quentin, j'avais comme perspective de devenir architecte paysagiste. Donc ça, c'était un petit peu la base, quoi. Et donc après mes études secondaires, je suis passé directement aux études supérieures. J'ai étudié à l'université de Jean Blou pendant 5 ans et j'ai été tout de suite engagé dans la société d'architecture Dream, donc, qui, elle, est spécialisée
en architecture, mais aussi en urbanisme, en aménagement paysager urbain ou en milieux plutôt ruraux. Et donc chez Dream, je dessine des parcs, des places, des quartiers, un petit peu de voirie. Je suis essentiellement concepteur d'espaces publics. À la base, il n'y avait pas beaucoup d'écoles qui proposaient l'horticulture. Je crois qu'il n'y avait que Jean Blou et Cinet. Quelque chose qui m'a particulièrement séduit, c'était dans un des cours, on avait comme mission de dessiner un jardin, de faire la conception d'un jardin. C'est un petit peu déclencheur aussi qui m'a dit que voilà, la conception c'était un point important pour moi et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis arrivé là. Les études supérieures pour moi étaient un point clé puisque j'ai avant tout intégré Saint-Quentin dans l'optique à un moment de devenir architecte paysagiste et donc je ne me suis pas vraiment dit qu'à un moment j'allais être entrepreneur ou j'allais être éventuellement pépiniériste. J'avais un petit peu un objectif. J'ai intégré Saint-Quentin pour donner une sorte de plus-value à cet objectif sans jamais sortir un petit peu du rang, de me dire bah voilà, au final c'est un petit peu la finalité. Donc j'ai commencé par l'apprentissage des plantes, parce que Saint-Quentin c'est essentiellement ça, quoi. La gestion des plantes, tout ce qui touche à la culture, la nomenclature, les aspects plutôt scientifiques, botaniques. Et puis ensuite, je suis passé dans une filière universitaire qui est plus de l'ordre de l'architecture, de la conception. Et aujourd'hui, je dessine encore des jardins, je dessine beaucoup plus d'espaces publics. Et de par le master en urbanisme, maintenant, je dessine plutôt des quartiers, on va dire des ensembles. Et donc, le fil conducteur, c'est toujours le végétal, en fait. Donc, ça, c'est un point clé. Je fais de l'urbanisme, mais il y a toujours la dynamique du végétaux qui est extrêmement important et qui fait que c'est un petit peu la fibre au niveau de mon dessin ou de la conception, quoi. Et voilà, j'invite maintenant Monsieur Denis Maten, gouverneur de la province de Namur, à me rejoindre sur scène au micro opposé au mien. Monsieur Maten, la parole est à vous. Avec grand plaisir. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, quand j'ai appris assez récemment qu'on me sollicitait pour prendre la parole à l'occasion du 100e anniversaire de l'EPASC, croyez-le bien, non seulement j'en ai été fort honoré, mais je me suis également posé la question de savoir quel message j'allais faire passer, quel message j'allais communiquer. Alors en effet, à la différence des autres orateurs d'aujourd'hui, les compétences d'un gouverneur et mes compétences en province de Namur ne sont pas ou très peu en liaison avec le domaine de l'agriculture, avec le domaine de l'agronomie. Il faut bien s'en rendre compte. À première vue, je me suis dit que c'était peut-être finalement ma qualité aussi de commissaire du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui me reliait le plus avec le thème du jour, celui de l'anniversaire d'un établissement provincial d'enseignement. C'est à ce titre, d'ailleurs, à ce titre de commissaire du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu'un décret communautaire m'a désigné récemment formellement comme président du comité d'orientation stratégique de la faculté de Jean Blou agrobiotech, comité stratégique qui malheureusement tarde à se mettre en place. Les choses avaient véritablement bien démarré début de l'année dernière et puis encore une fois, ce foutu virus, monsieur le député, cette crise sanitaire nous a obligés à mettre cette dynamique entre parenthèses, mais croyez-le bien, je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle redémarrera de plus belle sous peu. Pour en revenir au domaine de l'agriculture, est-ce à dire qu'à cause du fait de cette absence de compétences directes en la matière, ce milieu m'est totalement étranger et que le sujet ne s'invite pas à l'occasion dans mon quotidien? Je dirais que nenni. Que nenni, je ne ferai d'abord que mentionner très brièvement le domaine des calamités agricoles, dans lequel, certes, notre compétence a été grandement réduite au fil du temps, mais qui demeure encore à l'occasion dans le périmètre de nos actions, nous, les gouverneurs de province. Par contre, très régulièrement,
et monsieur le député Fourneau y a fait allusion, à l'occasion de visites d'ambassadeurs, de visites de délégations étrangères de haut rang. J'ai à cœur de mettre en avant non seulement notre enseignement provincial dans son ensemble, mais aussi, très régulièrement, plus particulièrement, son enseignement scientifique et agronomique, en insistant sur l'apport indéniable qu'il a dans la constitution du pôle agricole sinassien, mais aussi, et on en a fait mention dans le clip qui vient de se dérouler, aussi à celui de Jean Blou, ce qui me permet de dire à chaque fois à mes interlocuteurs que le territoire de la province de Namur, il est traversé de part en part par le souffle agricole, et j'englobe bien évidemment le domaine de l'élevage, le concept de l'élevage dans ce souffle agricole. Sinaie, monsieur le bourgmestre, pour revenir à elle, capitale du Condro, est un véritable écosystème agricole à elle seule, avec son marché couvert, avec ses producteurs, avec son agence wallonne de l'élevage, avec l'ARCIA, ce laboratoire d'identification et de prévention des maladies, et bien sûr, avec les PASC pour couvrir une partie du scope qui englobe également la formation. Ainsi, le secteur de l'agriculture et même notre enseignement provincial a été mis sous les projecteurs à l'occasion de plusieurs visites. Je me souviens notamment d'un ministre chinois de l'agriculture, d'un ambassadeur chinois, d'un ambassadeur du Vietnam, d'un ambassadeur de l'Ouzbékistan, qui ont pu se rendre compte sur place de la qualité de notre enseignement et notamment de l'apport particulier de cette ferme pédagogique qui est ici. Alors il reste ce secteur, et je parle du secteur agricole, pour la province de Namur, une carte de visite importante. Mais aussi, j'insiste, et ça a été dit, il faut le répéter, une carte de visite qui est porteuse d'une image de modernité pour notre province qui conserve un caractère rural fort, mais qui doit continuer de pouvoir, et c'est le cas ici, de pouvoir concilier ce caractère rural avec technologie de pointe, avec innovation, ainsi qu'avec recherche et développement. Ça a déjà été dit, ça a déjà été mentionné. Alors une autre dynamique dont je souhaiterais faire état brièvement, parce qu'elle implique depuis déjà quelque temps directement les gouverneurs belges au niveau stratégique dans de multiples domaines, et dans laquelle, dans cette dynamique, la dimension agricole est bien présente, mais où elle devrait, à mon sens, véritablement encore trouver sa place et pourrait s'articuler autour de projets concrets. Et cette dynamique, c'est celle de l'Ardenne transfrontalière. Alors cette dynamique, elle est le fruit de la volonté croisée des deux côtés de notre frontière avec la France de mettre en œuvre sur différentes thématiques des projets qui doivent contribuer au développement des territoires que sont les provinces de Namur et de Luxembourg côté belge et essentiellement le département des Ardennes côté français, réunis donc ces territoires au sein d'un concept plus général, celui de l'Ardenne transfrontalière. C'est par le biais de groupes de travail que les différentes thématiques sont abordées, et un groupe de travail plus particulièrement, celui patrimoine naturel et biodiversité, est fortement orienté vers l'environnement, vers l'écologie, vers la gestion de l'eau et vers l'agriculture. J'ajouterai à ce propos que les récentes inondations catastrophiques que notre pays a connues montrent toute l'importance d'aborder aussi sous cet angle la question de la valorisation et de la gestion du patrimoine naturel, et aussi dans une dynamique, dans une approche transfrontalière. Alors il y a sans doute de ce côté-là aussi des initiatives à soutenir et à relancer dans le cadre de l'Ardenne transfrontalière. Un autre point d'attention, c'est celui du développement durable. On en a également déjà parlé aujourd'hui, où le développement soutenable, disait en son temps le rapport Brundtland qui a été à l'origine du concept. Et je pense que tous les défis de l'agriculture durable sont des défis de taille, de même que celui qui finalement en est un corollaire, le défi de la diversification des exploitations agricoles. Ceci nécessite un subtil équilibre entre, d'un côté, la tradition, et la tradition, on en a déjà parlé également, elle est importante parce qu'elle est à la fois un gage de qualité des produits, mais elle est aussi le reflet d'une identité, et elle constitue et doit continuer de constituer un élément de fierté. Donc tradition d'un côté, et d'autre part, la modernité, au travers de nouveaux process, au travers de la maîtrise des contraintes énergétiques et environnementales, au travers du respect des obligations sanitaires, pour ne citer que ces différents points.
Alors là aussi, la province, et quand je parle de la province, je parle du territoire, mais aussi de l'institution, constitue un autre écosystème cohérent, avec par exemple les coopératives de producteurs et de consommateurs, avec le prix du développement durable qui a été créé en son temps, avec son enseignement également sur ce thème, ou encore avec l'action du BEP dans de nombreux domaines. Et j'ajouterais même, ça a été mentionné par rapport ici à l'EPASC, j'ajouterais même avec son école hôtelière, qui est à l'autre bout de la chaîne alimentaire, mais qui a aussi un rôle à jouer dans l'éducation des jeunes et des moins jeunes, dans le domaine de l'alimentation durable et de l'alimentation de qualité. Je pense que c'est ça aussi qui fait la cohérence d'un enseignement. Donc on le voit, on le comprend, être agriculteur il y a 100 ans et être agriculteur aujourd'hui, ça ne recouvre plus du tout les mêmes réalités. Et pourtant, même si elle a changé de nom, l'EPASC est toujours là et a su traverser le temps et a su s'adapter. Et on espère qu'elle continuera à le faire, monsieur le député. Elle devra bien entendu le faire dans les prochaines années, mais elle devra le faire, je parle de cette adaptation, à un rythme qui ne fera que s'accélérer. Et puisque je terminerai par là, puisqu'à l'occasion d'un anniversaire, il est souvent de tradition et de coutume d'adresser des souhaits. Eh bien, je forme le vœu que l'institution provinciale soit pour l'avenir et pour longtemps encore maintenue en capacité de pouvoir l'accompagner, notre EPASC, dans tous ces défis qui pointent leur nez. Voilà le message que je voulais vous transmettre aujourd'hui et surtout je voulais vous dire très bon anniversaire. Merci, monsieur le gouverneur. Alors, mesdames et messieurs, connaissez-vous Perrine Georges? Perrine Georges est une ancienne élève de notre école, issue de l'option technique de transition en sciences appliquées et qui est devenue pharmacienne. À Perrine. Je m'appelle Perrine Georges, je viens d'Assès. J'ai commencé à Saint-Quentin directement dès ma première année secondaire. J'ai fait mes 6 années là-bas. Saint-Quentin, c'est à Ciney, donc c'est proche de chez moi. L'année où moi je suis rentrée en première, mon frère justement allait faire les sciences à Saint-Quentin. Et donc je me suis dit pourquoi pas le suivre. J'ai commencé directement avec les sciences qui m'ont plu. Et donc à un moment donné, arrivé en 3e où on peut choisir vraiment l'option sciences, mes parents m'ont demandé de choisir si vraiment je voulais rester là ou si j'avais d'autres envies. Et je me plaisais vraiment bien. Les cours à option, moi, ça m'a directement plu. On était une petite classe, donc déjà on était 6 en option. Donc ça, c'était vraiment gai parce que ça permettait vraiment d'être vraiment proche aussi des profs. J'ai vraiment passé des bonnes années là-bas avec cet esprit familial vraiment. Et puis, je me suis dirigée vers la pharmacie. Ça m'a plu, le contact avec les personnes. C'était une continuité aussi de rester là-dedans. J'ai fait 3 ans à Namur et puis 2 ans à Bruxelles. Bien, nous accueillons à présent Monsieur Willy Borsu, vice-président de la Wallonie, ministre de l'économie, du commerce extérieur, de la recherche et de l'innovation, du numérique, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, de l'IFAPME et des centres de compétences. Voilà, bonjour à toutes et à tous, chers collègues mandataires, au niveau fédéral, au niveau provincial, au niveau communal. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, inspecteurs généraux, mandataires, professeurs, étudiants, bien chers vous tous. Que de talent. Saint-Quentin est à l'évidence une terre de talents. Ces talents de celles et ceux qui forment, celles et ceux qui précisément travailleront pour la plupart d'entre eux la terre ou la feront vivre ou en déclineront un certain nombre des produits. Un terroir à l'évidence également d'excellence, un terroir d'espérance. Tant on sent de la conviction, tant on sent de l'engagement, du professionnalisme également, à travers les actions, à travers la détermination, à travers aussi la convivialité dont il a été fait largement écho lors des interventions précédentes ou des témoignages que nous avons eu l'occasion d'observer. Je voudrais, si vous le voulez bien, me faire une fois encore votre porte-parole pour souhaiter à M. Béjot un prompt rétablissement,
Et par ailleurs, j'y associe le chef de cabinet de Richard et toutes celles et ceux qui, malheureusement, aujourd'hui sont touchés par la maladie. On le sait, mesdames et messieurs, nous pouvons être fiers de notre région, fiers de sa terre, fiers des produits, fiers aussi des agriculteurs, des producteurs, des transformateurs, fiers de cette passion qui anime l'immense majorité d'entre eux. À l'évidence, pour perpétuer ce savoir-faire et cette excellence, nous avons besoin de former avec un haut niveau d'expertise, de professionnalisme, toutes celles et ceux qui, génération après génération, décennie après décennie, vont perpétuer ces valeurs que l'on évoquait il y a quelques minutes, ces valeurs de travail, ces valeurs de compétences, de terroir, de connaissances, qui sont si densément enracinées, chevillées, non seulement au cœur de nos convictions, mais aussi au cœur du monde rural. Effectivement, si aujourd'hui je ne vais pas évoquer l'amour qui est dans le pré, il semble qu'il y soit de temps à autre, si j'entends les reportages, je vais plutôt avec vous évoquer l'amour des prés, l'amour de ces brumes matinales lorsqu'on va rechercher le troupeau en pâture, le crissement sous les pas qui arpentent les champs, le crissement de ces matins frappés par le gel, cette déclinaison, cette chaleur de la terre lorsqu'on la prend en main, cette passion pour la récolte, cette transformation et cette fierté que l'on a de valoriser son produit, son beurre, son produit transformé grâce à l'expertise de l'atelier fromager, et tous ces éléments qui font toute la richesse, toute la densité du métier agricole dans toutes ses dimensions. Mais on le sait, l'action de Saint-Quentin a pris une très très large dimension au fil des années en ce siècle, puisqu'aujourd'hui, le scope de l'enseignement prodigué ici s'est considérablement élargi. J'en veux pour preuve la présentation que la section horticole nous offre en l'honneur de ce centenaire, et par ailleurs de celles et ceux qui, avec vous et avec moi, le fêtent aujourd'hui, mais aussi la déclinaison scientifique, transition environnementale, diversification et autres expertises qui, aujourd'hui, complètent très largement le panel des formations offertes ici. On le sait, l'ensemble de ce monde, bien sûr scientifique, environnemental, mais aussi et surtout du monde agricole, c'est un monde économique aussi à part entière, qui compte, qui pèse dans notre économie wallonne, dans l'économie de notre région. Si je ne figure que le nombre d'exploitations, c'est un peu plus de 12 700 exploitations agricoles que recèle notre territoire, c'est un peu plus de 740 000 hectares de terres agricoles, c'est dire à quel point la matière, au sens large, qui est traitée ici, est essentielle pour notre région et pour notre territoire. On le sait, la spécificité de notre agriculture est aussi d'être, pour l'essentiel, différente, largement liée aux facteurs humains, bien sûr, mais aussi largement liée au sol, avec de l'ordre de 42% de notre superficie agricole utile composée de prairies permanentes. Voilà bien un indicateur illustrant à quel point cette liaison au sol est importante. Mais il est évident que notre agriculture est confrontée à nombre de défis, à nombre d'évolutions. Je ne vais pas ici répondre à tant de propos qui relèvent plus d'un agribashing déplacé qui viendrait qualifier l'agriculture et charger l'agriculture de tous les maux de la terre et de toutes les responsabilités à tous égards concernant un certain nombre d'évolutions de notre terre. Mais lorsque j'évoque des défis, je les évoque positivement, c'est-à-dire des défis qui consistent aussi à pouvoir répondre raisonnablement et de façon offensive aux objectifs de transition environnementale, aux objectifs de résilience de notre territoire et des sols, aux objectifs de moindre impact en ce qui concerne notre planète des pratiques agricoles.
Mais les défis, ils sont aussi, on a tendance à l'oublier trop souvent, ils sont aussi nourriciers. Rappelons et honorons toujours celles et ceux dont le métier est de nourrir les autres, de veiller à ce que nos concitoyens, européens, à ce que le monde plus largement puisse disposer en qualité, en quantité et en diversité d'aliments qui soient suffisants. Notons également, si vous le voulez bien, l'ensemble du défi que représente pour nos agriculteurs le fait de pouvoir s'adapter à une série de transitions, à une série de mutations. Le numérique, le digital et d'autres encore sont entrés par la grande porte dans les exploitations. Et ce qui était encore il y a quelque temps le fait de quelques exploitations modèles à la pointe est de plus en plus entré dans les fermes. Mesdames et messieurs, l'ensemble de ces enjeux et encore bien d'autres doivent toujours se conjuguer avec un point qui me semble terriblement important de rappeler chaque fois qu'il m'est donné de m'exprimer à une tribune, c'est le fait de dire celles et ceux qui travaillent la terre, formés à Saint-Quentin ou formés ailleurs, sont aussi des gens qui doivent vivre décemment et correctement de leur travail. Ce sont des personnes qui exposent et qui s'exposent à des investissements et à des risques considérables. Il me paraît donc essentiel de rappeler en cette école, comme en d'autres cénacles, que la juste rémunération du travail agricole et de la valorisation des produits est et restera un des fondamentaux qu'il ne faut pas hésiter à défendre et à exprimer encore. Ce défi agricole, l'ensemble des autres aspects, à la fois de ces carrières, de ces professions, de ces ambitions collectives pour notre territoire, pour nos produits, pour notre terre, c'est ce qui porte cette école. C'est un des éléments qui porte cette école. Et je pense qu'effectivement, rendre hommage aujourd'hui à l'ensemble du travail mené, rendre hommage à travers ce travail mené à la classe agricole dans sa globalité, mais à toutes celles et ceux qui vivent autour et alentour, ou à celles et ceux qui, partant de la formation, ont orienté plutôt leur destin et leur carrière vers le domaine scientifique ou vers le domaine environnemental, c'est aussi, me semble-t-il, rendre et exprimer notre respect par rapport à cette terre que nous arpentons, par rapport à cette terre que vous travaillez et par rapport à cette terre qui, me semble-t-il, mérite cette expertise que je soulignais à l'entame de mon propos. À 100 ans, assez paradoxalement, on n'est pas vieux. On est vieux, suivant l'adage, que lorsque définitivement les souvenirs ont remplacé les projets. Manifestement, à l'EPASC, à Saint-Quentin, on est loin, même si on a emmagasiné pas mal de souvenirs, on est loin de ce moment où les souvenirs auraient définitivement remplacé les projets. Et comme disait Coluche, l'avenir et les portes de l'avenir sont ouvertes pour celles et ceux qui savent les ouvrir. C'est vraiment tout le bien que je souhaite à toute la communauté de l'EPASC de Saint-Quentin. N'hésitez pas à continuer à ouvrir les portes de l'avenir, non seulement les vôtres, mais à travers vous, les portes de notre avenir collectif. Un immense merci pour tout cela et excellent anniversaire à vous. Je vous remercie. Merci Monsieur Borsu. Je vous invite à présent à suivre la capsule vidéo consacrée à Mike Antoine, qui a suivi les techniques de qualification en agriculture et qui a prolongé ses études vers un baccalauréat en agronomie. Je m'appelle Mike Antoine, je suis un ancien élève d'abord Saint-Quentin, donc j'ai fait mes 5e 6 humanités en qualification agricole. Et après ça, j'ai fait le graduat d'agronomie en gestion et technique agricole. J'ai grandi dans un milieu rural et Saint-Quentin, au niveau des écoles agricoles, était une des écoles qui avait la meilleure renommée dans le temps et qui l'a encore toujours. C'était aussi un cadre de vie qui était exceptionnel, avec une école qui avait une infrastructure qui était quand même supérieure aux autres, si on regarde le niveau atelier ou la ferme pédagogique, et c'est ce qui a fait que j'ai préféré aller par là que dans d'autres écoles. Quand j'ai eu fini le graduat, en fait, au graduat, on a dû faire un stage c'était je crois 3 mois, et j'ai fait mon stage en sucrerie, donc la sucrerie de Genappe. Et suite à ce stage, j'ai été engagé comme agronome de sucrerie
à Genappe, où j'ai travaillé de 1997 à 2005. Et puis suite à ça, j'ai changé pas de domaine, mais de métier. C'est-à-dire que je suis venu plutôt dans la semence de betterave. Hein, c'est toujours dans le même milieu. Hein, donc depuis 2005, je suis maintenant Sales Manager pour ces zones de rave au niveau de la Belgique, Italie, Espagne, Maroc, Tunisie, Syrie, Irak. Voilà, des pays assez exotiques, on va dire, par rapport à la Belgique. Ces zones de rave est un des leaders dans la sélection de la betterave sucrière. C'est-à-dire qu'on n'est qu'un producteur de semences et on essaie de retrouver pour chaque pays ou pour chaque région une variété qui est le mieux adaptée en fonction des conditions climatiques, de la pression maladie, un peu des demandes du milieu agricole. Et donc en fait on est présent dans quasiment tous les pays où on peut trouver aujourd'hui de la betterave et on développe plus ou moins 360 variétés différentes qu'on commercialise partout dans le monde, que ce soit des États-Unis, à la Russie, à la Turquie, à l'Iran, à l'Égypte, partout. J'ai gardé d'excellents contacts avec des anciens professeurs, dont le nouveau directeur, M. Béjot. Lorsqu'on découvre des nouveautés ou qu'on trouve de nouvelles maladies, de tenir l'école au courant. Hein, on essaie de leur envoyer des fascicules ou des choses comme ça, afin que les professeurs puissent directement expliquer aux élèves et d'une façon la plus pédagogique possible ces nouveaux problèmes. J'ai une pensée pour lui, c'est M. Watley, qui est décédé malheureusement ici début de semaine, qui était notre professeur de production végétale. Et lors d'un tour de plaine, parce qu'à l'école c'était aussi important de faire des tours de plaine, il n'y avait pas que la théorie, on était parti visiter les champs d'essai près du centre de sélection de Blanc-Bleu Belge, hein, anciennement Linalux, et on s'était un peu trompé dans les chemins. Et nous on était passé au-dessus des clôtures et M. Watley a voulu passer en dessous de la barrière et était resté coincé en dessous. Et avec les élèves, on avait dû le tirer pour pouvoir passer incognito. Et on est rentrés tous à l'école pas trop fiers parce qu'on savait tous qu'on s'était trompé, qu'on s'était trouvé dans un endroit où on ne pouvait pas. Mais enfin, c'est une anecdote qui reste mémorable. Et surtout, j'ai une pensée encore pour M. Watley, qui était vraiment un très grand professeur de production végétale. Merci à Mike-Antoine. J'invite à présent M. David Clarinval, ministre fédéral des classes moyennes, des indépendants, des PME, de l'agriculture, des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique, à nous rejoindre. Et le voilà, le micro est à vous, M. Clarinval. Merci Bertrand, bonjour à toutes et bonjour à toutes. En vos titres et qualités, je ne vais pas à mon tour les répéter, je pense que mes prédécesseurs l'ont fait. Mais sachez que c'est un réel plaisir pour moi d'intervenir à l'occasion du centenaire de l'école provinciale d'agronomie et de sciences de Ciney. On a école provinciale agronomie et sciences. Je pense qu'après 100 ans, on peut prendre quelques minutes pour pouvoir réfléchir à propos de ces 4 mots. École, notre enseignement, on vient de le voir ici à travers les témoignages, l'éducation des jeunes est le fondement, la base sur laquelle repose, j'ose les mots, notre civilisation. Source de progrès, d'émancipation individuelle, de développement social, économique, technologique et donc de développement humain, notre école doit être soutenue. Face aux nombreux défis, et Willy les a évoqués, qu'elle doit relever aujourd'hui. Mais sans elle, sans cette école, point de salut. Donc, bravo aujourd'hui aux enseignants, aux éducateurs, aux directeurs, aux élèves, aux membres du personnel administratif qui, depuis 100 ans, ici et ailleurs, se dévouent corps et âme pour cette école. Alors ici, à Ciney, l'enseignement destiné à former les agriculteurs de demain se caractérise par une haute compétence technique et de gestion, avec la faculté d'adaptation permanente, une connaissance pointue des aspirations des consommateurs, des transformateurs et de leurs besoins. Je pense qu'on a pu le voir à travers les témoignages. Pour Ciney, 100 ans d'existence, ce fut 100 ans d'adaptation et d'évolution. Et donc le deuxième mot que je souligne dans le titre EPASC, c'est le mot provincial. Alors cela va faire plaisir à plusieurs membres de cette assemblée, mais la province est souvent critiquée, elle est souvent décriée, elle est même condamnée par certains.
Et je pense qu'ici, à Ciney, mais en province de Namur en général, on voit vraiment sur le terrain la plus-value apportée par une institution de proximité. Je crois qu'on peut mesurer vraiment la valeur que la province peut apporter à nos enfants, à nos élèves. Et je crois que c'est ce genre de témoignage qui permettra certainement d'éviter certaines caricatures qui sont formées à l'égard de la province. Le troisième thème qui est évoqué dans le titre de l'EPASC, c'est évidemment l'agronomie. N'oublions pas d'où nous venons. Le rôle premier de l'agriculture est de nourrir la population. Et donc la recherche, l'utilisation de nouvelles technologies, la faculté d'adaptation de nos agriculteurs, la sélection de variétés les plus adéquates, les produits phytosanitaires performants, l'évolution du machinisme agricole ont permis d'atteindre cet objectif de nourrir la population. Et nous le savons, et vous le savez bien mieux que nous, l'agronomie dans son ensemble est une discipline évolutive. C'est la recherche de l'utilisation de tous les progrès technologiques, de toutes les connaissances disponibles au service du vivant et de l'homme. Si le défi majeur de l'époque, qui était de sortir de la famine, a été rencontré, force est de constater qu'aujourd'hui, les préoccupations actuelles sont autres. L'opulence dans nos régions ayant été atteinte, l'agriculture s'est mise à souffrir. En effet, et Willy l'a évoqué aussi, l'agribashing est né. Trop souvent, nous voyons des amalgames naître entre l'agriculture familiale de nos contrées et des productions démesurées qui existent dans certains pays. Et il n'en fallait pas plus pour renforcer la vision caricaturale que certains portent sur notre agriculture. Il est normal, certes, de dénoncer les excès de mode de production industrielle ou de l'élevage intensif. Les critiques des fermes à 7 étages en Chine, j'ai entendu récemment, sont justifiées. Mais pas d'amalgame, ces usines n'existent pas chez nous. Alors pour être complet et ne pas tomber dans l'idéologie, il faut se rappeler sans cesse le dernier mot, le quatrième, qui figure dans l'EPASC, c'est le mot « science ». La science doit être notre seul guide, c'est sur elle que nous devons nous baser pour ne pas tomber dans les ornières des idées reçues et de certains dogmes. Mais je peux vous dire qu'au Parlement, et parfois au gouvernement, la science est mise de côté parce qu'on assiste souvent à des débats qui sont plus dogmatiques que scientifiques. Et nous pourrons, grâce à la science, démontrer que notre agriculture est une alliée de l'environnement et de la santé humaine, qu'elle respecte le bien-être animal et est soucieuse de fournir des produits de qualité, fiables et sains. La diversité des régions naturelles présentes dans notre belle province de Namur l'illustre d'ailleurs bien. Il y a des plaines au nord, aux fermes herbagères du sud de la province, autant de diversité naturelle et de déclinaison de l'agriculture wallonne. Demain ne sera pas facile. La démographie mondiale est galopante et ses conséquences sont des défis à relever chaque jour. Et à cette fin, plus que jamais, le rôle de l'agriculteur est central pour l'avenir de notre société. Dès lors, l'EPASC a, à cet égard, un rôle majeur à jouer, c'est-à-dire permettre à nos jeunes de relever ces défis en recevant la formation la plus adaptée à la situation. Je suis donc persuadé que le prochain siècle sera rempli de belles pages, comme le disait M. Béjot dans son livre, à écrire, ici à Ciney, mais en Wallonie et en Belgique. Je tiens à vous remercier tous et tous, à vous féliciter et à vous souhaiter un excellent anniversaire. Merci, Monsieur le Ministre. Voici à présent un reportage sur Thibaut de Traux, qui, vous le verrez, a pas mal voyagé dans sa vie. Donc mes parents se sont rencontrés à Saint-Quentin. Mes parents sont agriculteurs, j'ai toujours été là-dedans. Mon papa était aussi actif dans les anciens de Saint-Quentin, donc je pense que c'était une suite logique pour moi. Et donc voilà, donc quand je suis sorti de Saint-Quentin, par contre après 6 ans, j'ai un peu voulu faire autre chose.
Donc je fais des études d'instituteur et je suis parti en République démocratique du Congo où je me suis retrouvé instituteur à l'école primaire de Lubumbashi. Et alors après un an et demi, j'avais un peu envie de revenir vers l'agriculture, donc je ne savais pas trop comment, etc. Mais je sentais que c'était quelque chose qui me plaisait parce que j'avais des amis là-bas qui travaillaient dans ce domaine. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'avoir un travail là-bas en tant que gérant d'une exploitation agricole. Et j'ai fait ça pendant 4 ans et demi. Donc là, j'étais dans l'élevage. Donc c'était principalement l'élevage bovin et porcin. On est parti à 2, donc avec Astrid, mon épouse, qui est avec moi, qui a tout fait avec moi depuis le début. Et alors on a eu un petit garçon. Et alors à ce moment-là, on a décidé que c'était bien de revenir vers l'Europe, se rapprocher un peu de la famille. Et donc on a quitté après 6 ans le Congo. Et là, on a eu l'occasion une discussion avec quelqu'un qui a une ferme dans le nord-est de la Pologne qui cherchait quelqu'un pour s'occuper de la ferme. Et donc on s'est retrouvés là-bas en Pologne à travailler et là on est passé de l'élevage aux grandes cultures. Donc c'est une ferme de grandes cultures bio. Et il y a 2 ans, on a créé une société de transformation. Donc on fait de l'huile bio et enfin, on a d'autres projets autour de la transformation et de commerce. Et donc via cette société-là, on a remis un pied dans l'agriculture en Belgique. On travaille avec des sociétés de transformation belges, avec des transporteurs belges, même des agriculteurs belges, des gens avec qui on était en contact depuis 50 ans. Donc tous ces réseaux se sont un peu réactivés. À Saint-Quentin, j'ai fait 6 ans d'internat, donc il y a forcément beaucoup de souvenirs. J'ai gagné un concours de meilleur juge, donc c'est un concours qui consiste à évaluer un peu les vaches, etc. Donc c'est très spécifique à l'ambiance du monde agricole, disons. Et cette même année-là, j'ai gagné aussi un concours de poésie. Et donc c'était un peu, il y avait une victoire qui faisait plus de jaloux que d'autres. Donc c'était assez spécifique. Je crois qu'il y en a beaucoup qui se souviennent, enfin, surtout de la poésie évidemment. Eh bien, d'un poète, nous allons passer à un autre poète, puisque nous ne pouvions pas clore cette séance protocolaire sans inviter le président de l'Association royale des anciens, l'inénarrable et voluptueux Étienne Frogneux, que j'invite maintenant à me rejoindre ici sur scène. La parole est à vous, Monsieur le Président. Et j'en profite pour dire que j'ai fait un pari sur la fin de votre intervention et j'espère que vous n'allez pas me décevoir. Bonsoir à tous. En vos titres et qualités, il faut quand même reconnaître qu'être le dernier à prendre la parole après tous ces élogieuses interventions, c'est pas simple. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais dire? Alors, moi j'ai décidé de faire un peu un zoom sur ce qu'était Saint-Quentin. Non pas pour nous fermer à l'avenir, mais bien pour dire que l'histoire est le témoin du passé dans les mains du présent pour le progrès de l'avenir. Donc, c'est avec un sentiment de reconnaissance émue que je m'adresse à vous au nom de l'Association royale des anciens de Saint-Quentin à l'occasion du 100e anniversaire de notre école. Notre alma mater a évolué, s'est en effet adapté, a grandi, s'est développé, s'est diversifié et à nos jours est toujours en pleine évolution malgré son grand âge. En cette journée mémorable, j'ai décidé de me retourner vers le passé et force est de constater que le chemin parcouru est remarquable. Et nous ne pouvons que nous réjouir et être fiers de cette évolution et surtout être fiers d'être issus de ces rangs. Je limiterai mon propos en me souvenant de moments inoubliables qui se sont déroulés au cours de ma vie d'étudiant et que j'ai vécu à Saint-Quentin. Effectivement, lorsque je me tourne vers mes souvenirs et que je regarde l'école où j'ai grandi, où j'ai été formé, il me revient des tas de souvenirs.
des souvenirs de jeunesse, des souvenirs d'adolescents, des souvenirs d'une école, des souvenirs de professeurs, de pédagogues et de personnalités respectées, et des souvenirs d'enseignants, puisque j'ai eu l'honneur de faire partie quelques années du monde des enseignants. Il me revient également des souvenirs de bâtiments et de locaux en constante construction et transformation. Je me suis aussi remémoré une période difficile de ma vie, en pleine adolescence et au moment où des décisions doivent être prises. Des décisions douloureuses et des décisions parfois pas agréables, tant sur le plan professionnel que familial, que scolaire, et surtout et aussi sur le plan humain. Et c'est à ce moment-là que ma vie d'adolescent, plein de doutes, pleine d'interrogations, que Saint-Quentin est entré dans ma vie et que je suis rentré à Saint-Quentin. Nous sommes au début des années 60, à l'époque de la polyvalence des diplômes, de l'examen de maturité et de toutes les épreuves qui permettaient aux étudiants finalistes d'accéder à l'enseignement supérieur. C'est à cette époque que j'ai croisé la route de plusieurs professeurs qui aujourd'hui nous ont quittés. Mike-Antoine vient de parler d'un professeur qui vient récemment de nous quitter, et auquel je pense et dont les anciens se souviennent. Et lorsqu'on se voit entre anciens, c'est fréquent que l'on évoque la mémoire de ces professeurs. Ceux que j'ai appelés les piliers de Saint-Quentin, qui ont, par leur prestance, leur pédagogie et leur intégrité, été les fondateurs de notre école, aujourd'hui centenaire, et qui ont contribué à la renommée qui dépasse le milieu agricole et la région wallonne, on l'a évoqué tout à l'heure. Saint-Quentin a prouvé que cette ouverture de à l'enseignement supérieur concernait aussi ses étudiants, et nombreux sont ceux qui ont poursuivi leur formation en école supérieure. Je vais vous parler d'un temps que les moins de 3 fois 20 ans ne peuvent pas connaître. Permettez-moi de faire un arrêt sur image et de vous décrire l'ambiance qui régnait à l'époque. Aujourd'hui, il y a plus d'enseignants à Saint-Quentin que d'étudiants dans les années 60-70. Notre école des années 60 autorisait des étudiants de dernière année qui en faisaient la demande, et dans les conditions et des circonstances précises, à se rendre le vendredi matin au marché aux bestiaux qui se situait au place Monceux. Ils devaient se lever tôt, et à 8h30, tout le monde était au cours. Nous, les étudiants finalistes, nous gérions la cantine pendant la récréation, ce qui nous permettait de préparer et de préfinancer notre voyage de fin d'études, qui était le point d'orgue de nos études. Il était de bon ton, lorsque nous entrions en dernière année, de servir le bal des anciens. Et à cette occasion, nous devions servir les tables des professeurs, de leurs épouses, les tables d'honneur des députés, directeurs et du président des anciens, M. Duffer, qui est notre fondateur. Nous pouvions même, en ces temps, sous autorisation spéciale, utiliser la 2 chevaux de l'école pour nous rendre à l'une ou l'autre activité. Et à cet effet, je voudrais vous raconter une petite anecdote. L'abbé Heunen, professeur de religion et curé de Sorey, organisait annuellement, avec les finalistes, une visite de quelques églises, cathédrales et monuments religieux. Pour la bonne organisation du déplacement, l'abbé Heunen empruntait le minibus de son frère. Malheureusement, il y avait 3 élèves en trop, et donc 3 élèves ne pouvaient pas suivre la visite. Et donc, avec délicatesse et diplomatie, l'abbé Heunen a demandé au directeur l'autorisation de bénéficier d'avoir la 2 chevaux pour que les 3 étudiants puissent suivre les visites. Et cette journée se terminait par un petit resto à Dinan,
après avoir visité la collégiale de Dinan. Au cours de ce dîner, les élèves ont croisé un professeur que je crois que pas grand monde n'est connu ici, M. Gilbert, qui était notre professeur de dessin technique, qui était un jeune professeur dynamique, assez sportif, que nous appelions le caïd. Moi, il m'appelait Nasser. Il aimait en remettre. Il avait une triomphe et nous certifiait qu'il faisait sine Dinan en 12 minutes. Ce qui lui a coûté la vie, il a en effet terminé sa course dans la Meuse. Pour en revenir à l'épopée de l'abbé Heunen, de retour à l'école, tout en s'étant très bien passé, le chauffeur de la 2 chevaux, après avoir déposé la voiture dans le garage, et par crainte de rendre les clés au directeur en ayant une haleine légèrement, mais je dis bien légèrement parce qu'il n'y avait pas eu d'excès, sentant la bière, il a croisé le fils du directeur et lui a remis les clés en lui demandant de remettre les clés à leur emplacement. Le lendemain matin, monsieur le directeur est descendu en classe dans une rage folle, accablant et accusant les étudiants de tous les défauts et particulièrement de l'abus de confiance. En effet, avant de déposer les clés, le fils du directeur, Xavier en l'occurrence, a essayé la voiture et l'a conduite au fossé. Il a demandé à M. Léon Fabry, prédécesseur de Jean-Luc, actuel concierge, d'aller l'aider et de lui retirer la voiture avec le tracteur. Il a alors rangé délicatement la voiture à sa place dans son garage et il a déposé les clés là où elles devaient être. Les élèves étaient dépités, désolés, confus et complètement perdus et ont dû accepter d'abord les humeurs du directeur. Lorsque l'élève, chauffeur responsable de la bonne conduite du véhicule, a expliqué au directeur le déroulement des opérations, le directeur est passé par toutes les couleurs lorsqu'il s'est rendu compte que c'était son propre fils qui était responsable de la dégradation de l'état de la voiture. Savez-vous aussi que nous avons étudié le code de la route pendant midi et nous avons passé nos permis théoriques, ce qui nous donnait un gros avantage lorsque nous avons fait notre service militaire et nous avons rapidement été classés dans les chauffeurs. Jusqu'il y a peu, notre ami regretté Jean-Louis Staquet donnait régulièrement et gratuitement des cours d'agréation phyto aux étudiants finalistes. Cet examen étant un examen d'État, les étudiants passaient cette épreuve orale hors les murs et Jean-Louis les accompagnait jusqu'à l'entrée de la salle d'examen. Il a d'ailleurs édité un syllabus reprenant les différentes questions posées. Monsieur le bourgmestre de Ciney, nous avons participé aux Jeux sans frontières en défendant les couleurs de Ciney et de son bourgmestre, le charismatique Monsieur Lambert. En ce temps-là, nous avions cours le samedi matin avec des professeurs invités qui, eux, n'étaient pas disponibles la semaine, avant de regagner à midi nos familles. Nos grandes vacances commençaient mi-juillet et nous rentrions mi-septembre. Très vite, cette situation a été normalisée, ce qui n'empêchait que nous rentrions parfois en septembre si les moissons étaient tardives. À titre personnel, et on a évoqué tout à l'heure l'école de Karlsruhe, à titre personnel, je n'étais pas destiné à suivre ma formation à Saint-Quentin. Par bonheur, l'école d'agriculture concurrente nous a fait patienter, mon père et moi, la veille de la rentrée, alors que nous souhaitions m'y inscrire. Puisque nous n'avions pas droit à être écoutés, mon père a décidé de quitter la cour de l'école, et c'est en arrivant à Dinan qu'il s'est souvenu qu'il y avait une école d'agriculture à Ciney. Il a téléphoné, et on a parlé tout à l'heure, l'esprit de famille de Saint-Quentin. Le directeur nous a
de suite accueilli, j'ai été inscrit et le lendemain matin, je commençais les cours. Je me suis senti pris en main. Ma vie prenait une autre couleur. Je me souviens, à titre d'exemple, que j'ai dû redescendre d'une année sous le conseil du directeur prétextant la méconnaissance des sciences lorsqu'on entrait en école d'agriculture, parce que l'enseignement général ne dispensait pas suffisamment de cours scientifiques. Je ne pourrais terminer mon intervention sans remercier le pouvoir organisateur, les députés en charge de l'enseignement, les directeurs et les professeurs, de la qualité de leur enseignement, de la disponibilité avec laquelle ils s'investissent dans leur métier, parfois ingrat. Je tiens à exprimer la reconnaissance des anciens, même s'il n'y a pas de rose sans épines. En ce 100e anniversaire, prenons conscience du chemin parcouru et fêtons-le comme il se doit. J'ai été étudiant 5 ans et 45 ans ancien, et je le suis toujours. Puissent les générations à venir, en guise de reconnaissance, consacrer un peu de temps à leur école, en s'investissant dans le comité, en participant aux événements organisés par l'école, par les professeurs, et en défendant les couleurs de nos écoles, en soutenant activement les projets pédagogiques. Mon engagement de fin d'études fut de donner à mon école ce qu'elle m'a donné, ce qu'elle m'a offert. Et je termine toujours mes interventions en disant « Élève tu es, ancien tu resteras ». J'espère ne pas vous avoir déçu. Merci de votre... et bon anniversaire. Merci, Monsieur le Président. Paris tenu, Paris gagné. Bien content. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cette première partie des festivités entourant le 100e anniversaire de notre école. Il me reste à nouveau à remercier vraiment l'ensemble des professeurs de notre école, les membres du personnel, les orateurs de ce jour pour leur disponibilité, les différentes personnalités publiques d'avoir pu nous rejoindre, et remercier tout particulièrement le service com de la province de Namur, le service technique également. Remercier également le centre culturel, en particulier Olivier qui est là-bas en régie et aux manettes pour le son et l'image. Et je vous invite donc maintenant à quitter doucement cette salle et à rejoindre le restaurant scolaire. Donc lorsque vous allez sortir du bâtiment, vous prenez à droite, comme ça on y va par la route, on évite les chemins un petit peu boueux éventuellement. Et je vais me permettre d'inviter sur scène les différents orateurs pour une photo de groupe, une photo de famille en quelque sorte, de ce 100e anniversaire. Je vous remercie à nouveau pour votre présence et je vous donne rendez-vous dans quelques minutes au restaurant scolaire autour d'un bon verre de l'amitié, d'un cocktail dînatoire. À tout de suite, merci.